Salut à toutes et merci de nous retrouver sur VHT là pour ce nouveau numéro de Rivicht, toujours contraint et même un peu plus par les normes sanitaires avec un seul confrère ce soir, Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Mais avec tout de même un invité venu de l'autre côté de la Méditerranée, Daniel Halevi Guetchel, ministre israélien, conseiller aux affaires politiques intérieures et économiques, qui est en visite en Corse cette semaine. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors vous êtes en Corse pour examiner les possibilités de coopération directe entre l'État d'Israël et les différents territoires, au-delà des États. Alors nous allons en parler. Mais avant cela, un retour sur l'actualité avec ce satané Covid qui ressurgit après une période d'accalmie. La situation se dégrade partout en Europe avec plus ou moins d'ampleur et l'on craint particulièrement en Corse les conséquences sur le secteur hospitalier, même si à l'heure actuelle, la situation est maîtrisée. Alors visiblement, on n'arrive pas à bout de ce virus, ni le confinement, ni le vaccin, ni les mesures barrières n'éradiquent la pandémie, Patrick. Effectivement, Jean Vitus, c'est une histoire sans fin, malheureusement, puisque l'espoir soulevé au printemps avec la généralisation de la vaccination, on pensait qu'on en sortirait, puis on s'aperçoit que non, le vaccin ne suffit pas, que ce soit le Pfizer, le Moderna, les ARN ou les autres ne sont pas suffisamment efficaces. On s'aperçoit que l'efficacité, au départ, on disait que c'était 6 mois, maintenant on parle en France de 5 mois, donc la 3e dose va être généralisée. À quand la 4e dose, parce que je sais qu'en Israël c'est déjà envisagé, on verra ça plus tard. Effectivement, c'est une situation qui est assez démoralisante, mais en même temps, on n'a pas d'autre choix. S'il y en a un autre, c'est celui qui a marché d'ailleurs, c'est le confinement. C'est le confinement. Il y a 2 choses qui marchent, c'est le confinement, et pour éviter les transmissions, c'est les périodes d'isolement, de quarantaine, à chaque fois que quelqu'un arrive. Mais c'est difficilement tenable sur la durée. On voit les problèmes que ça a créé dans les pays qui ont choisi la stratégie zéro Covid. Je pense à l'Australie, je pense même à la Chine, je pense au Vietnam, où il y a des soulèvements dans la population qui ne supportent plus d'être confinés. Ça peut être le cas aussi en France. C'est déjà un peu le cas en France, on le voit déjà, on ne supporte pas le pass sanitaire. Il n'y a pas qu'en France, je ne sais pas si vous avez vu aux Pays-Bas aussi, il y a eu des débordements, il y a eu des affrontements aussi en Autriche, puisque l'Autriche non seulement reconfine, mais en plus rend le vaccin obligatoire à compter du 1er février. Donc c'est ça qui est désespérant. Pour l'instant, on n'a pas d'autre alternative que le vaccin. Et ce vaccin-là ne suffit pas. L'espoir peut venir, Jean Vitus, des traitements. On parle de 2 traitements aujourd'hui suffisamment efficaces, qu'on dit efficaces en tout cas, c'est le Merck et Pfizer. On verra ça en janvier où ils seront généralisés dans les hôpitaux pour voir un peu si ça a des effets. Alors Israël a été longtemps montré en exemple pour sa réactivité face à la pandémie. Pourtant, vous avez vu, vous aussi, eu affaire à des rebonds épidémiques. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Oui, effectivement, on a vacciné très tôt et en très grand nombre en Israël au début de l'année 2021. Et puis, on a eu une mauvaise surprise à partir du mois de mai et de juin. Et en fait, il y a eu une importante nouvelle vague. Ça venait de 2... En fait, on peut dire aujourd'hui que ça venait de 2 raisons. La première raison, c'était qu'on a eu un nouveau variant qui est arrivé d'ailleurs partout, le Delta, qui est actuellement très majoritaire partout, qui est beaucoup plus virulent que l'autre. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'était qu'on s'est rendu compte, après coup, que les doses de vaccins qui avaient été données ont un effet dans le temps relativement limité et qu'après, maintenant on voit qu'après 5 mois déjà, il est nécessaire effectivement de donner ce qu'on appelle ce booster pour une 3e dose pour réaugmenter les anticorps qui ont beaucoup baissé donc à partir du 5e mois. Et vous, en Israël, vous avez déjà bien avancé sur la 3e dose. Maintenant, vous envisagez une 4e dose. Alors nous, on a commencé la 3e dose au mois d'août. Donc après des recherches qui ont montré qu'effectivement, chez la plupart des personnes, les anticorps avaient considérablement baissé. Donc on a déjà une bonne partie de la population, effectivement, qui a la 3e dose. Je pense que pour l'instant, on ne parle pas dans les fêtes d'une 4e dose. C'est envisagé, en tout cas. On est en train d'étudier la chose. On doit faire des recherches, etc. Mais dans la pratique, pour l'instant, on essaie de généraliser encore plus la 3e dose pour ceux qui ne l'ont pas été. Notamment, alors la nouveauté, c'est que depuis le début de cette semaine, depuis dimanche,
on peut donner, pour ceux qui le désirent évidemment, la vaccination n'est pas obligatoire en Israël comme en France, où elle n'est pas obligatoire non plus, on peut donner la vaccination également aux enfants à partir de 5 ans, de 5 à 11 ans. C'est pas un risque ça Alors toute décision qui est prise en Israël se fait sur la base de recherche. D'abord il y a évidemment les sociétés qui développent ces vaccins, puis ensuite il y a les agences de santé en Europe et en Israël qui font les recherches pour vérifier qu'effectivement qu'il ne peut pas y avoir d'effets secondaires ou d'effets néfastes pour ceux qui les reçoivent. Est-ce que vous avez vu une opposition, comme ça peut se passer en France ou dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, en particulier avec le phénomène des religieux, quoi? Est-ce qu'il y a eu une opposition? Alors on a eu pour les premières doses, on a eu une réponse rapide et massive de la population, mais c'est vrai qu'il y a toujours... à part ceux qui ne pouvaient pas, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils étaient trop jeunes ou pour toutes sortes de raisons, ne pouvaient pas se faire vacciner, on a également ce qu'on pourrait appeler un noyau dur de quelques pourcents qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons entre guillemets idéologiques ou simplement parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de recul, c'est un nouveau vaccin, on ne sait pas ce qui va se passer, donc ils préfèrent ne pas se vacciner. On a ça en Israël également. Comme en France, mais ça s'est traduit par des manifestations? Pour l'instant, non, on n'a pas eu de manifestation. Ces gens se font évidemment interviewer par la presse pour comprendre leur motivation, etc. Mais on n'a pas eu à véritablement parler de phénomène de manifestation. Et est-ce qu'il y a eu résistance de la part des personnels qui sont soumis à une obligation vaccinale? Non, globalement la réponse... Personnel soignant. La réponse à la demande des autorités de se faire vacciner a été très positive. On n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Alors Israël a réouvert ses frontières très récemment aux visiteurs, mais quand même sous condition. Il faut être vacciné, bien sûr, mais aussi avoir fait un test PCR de moins de 72 heures. Ça a quand même impacté fortement, par exemple pour le tourisme. Oui, un peu comme partout dans le monde, là où il y a du tourisme, le tourisme... étranger, si j'ose dire, les gens qui venaient d'Israël a beaucoup baissé puisque les conditions pour venir n'étaient plus requises. Mais effectivement, depuis quelques semaines, on a rouvert les frontières, aux vaccinés évidemment, et avec, et comme vous le disiez, un test PCR fait dans les 72 heures. Puis là récemment, voilà, depuis hier, je crois, ou avant-hier, on peut se contenter d'un test, ce qu'on appelle antigénique, qui est quand même plus facile et qui doit être fait alors dans les 24 heures avant le vol. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport de Tel Aviv, on vous demande de refaire un PCR pour s'assurer qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Il n'y a plus de période d'isolement? Il n'y a plus de période d'isolement jusqu'au résultat du PCR fait en Israël, c'est-à-dire quelques heures, moins de 24 heures. Alors on aborde la deuxième partie de notre émission pour évoquer votre séjour en Corse. Alors c'est une visite historique, on l'en dit, puisque c'est la première fois qu'un ministre israélien vient en visite officielle en Corse, parce que c'est vraiment une visite officielle et non privée. Alors vous avez rencontré des responsables politiques de la collectivité territoriale, vous avez rencontré le maire d'Ajaccio, le préfet, et puis hier des agriculteurs. Alors votre objectif, c'est d'établir des liens de coopération avec les territoires. Mais pourquoi d'abord la Corse? Pourquoi la Corse intéresse-t-elle Israël? La première chose que je voudrais dire pour commencer, que j'ai été extrêmement bien accueilli par toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ce fut très très sympathique, très très chaleureux. Alors pour répondre à votre question, pourquoi la Corse? Alors dans les responsabilités que j'ai donc en tant que ministre à l'ambassade d'Israël à Paris, j'essaie de renforcer les relations entre Israël et des différentes régions et collectivités de France. Donc j'ai déjà visité plusieurs régions en France. Il était donc naturel de le faire également en Corse. Comme vous le soulignez, c'est semble-t-il une première. Et donc on a essayé d'abord de prendre le contact avec un maximum de personnes, de rencontrer des élus, des personnes de la société civile, la presse. Tout ça pour prendre des contacts, pour poser les premiers jalons pour des futures coopérations. L'idée étant de tisser des liens entre la Corse et Israël, avec comme hypothèse qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des atomes crochus, entre guillemets, entre nos deux peuples. Tisser des liens, mais dans quel domaine, par exemple? Alors, on a choisi, c'est vrai, pour cette première visite, on a choisi un domaine, après avoir réfléchi, on a choisi le domaine de l'agriculture.
parce qu'on pense qu'il y a un potentiel important de coopération. On a une agriculture assez développée et importante, je pense, pour la Corse. De même, en Israël, on a une agriculture développée qui ne se subvient plus à elle-même, mais qui a besoin aussi d'importer. Mais on a développé beaucoup en raison du problème d'eau, par exemple, en Israël, on a développé beaucoup de nouvelles technologies pour économiser l'eau, pour rendre l'agriculture plus efficace. Et d'autres technologies également ont été développées qui pourraient éventuellement aider l'économie, et en particulier, donc, on parle de l'agriculture corse, à se développer encore plus. On va revenir sur ces projets de coopération, mais dimension économique, bien sûr. Il y a aussi une dimension politique dans votre voyage. Comme je vous le dis, moi je suis... Vous avez rencontré les politiques ici. Oui, absolument. Chaque fois que je voyage dans les régions, donc j'ai un programme qui comporte plusieurs éléments, et il est clair que, à la fois pour des raisons symboliques et pour des raisons formelles, un diplomate qui se déplace en région ou en collectivité corse se doit, et avec plaisir, de rencontrer les principales personnalités qui sont à la tête dans ce cas, de la collectivité corse, pour essayer de poser une base également, ce que vous appelez politique, à ce renforcement des relations. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les élus corses que vous avez rencontrés ? Quelle impression vous avez retirée ? À nouveau, c'est peut-être aussi quelque chose... Oui, mais je crois que c'est important de le dire. La Corse se trouve en Méditerranée, Israël se trouve en Méditerranée, donc on a des choses communes. Cette chaleur humaine, cette humanité, ce bon accueil, c'est quand même une partie aussi importante dans le cadre d'un développement de relations. Donc, je tiens à souligner que ça a été effectivement quelque chose de très, très frappant durant ce voyage. Et donc, à part cela, donc on a vu des gens dans le domaine de l'économie, aussi bien de l'agriculture, mais également de la chambre de commerce hier soir, pour parler pas uniquement donc d'agriculture, mais également de développement de tourisme entre Israël et la Corse, et encore d'autres éléments. Israël n'a pas beaucoup d'eau et une production agricole florissante. Là encore, c'est tout le contraire. On a beaucoup d'eau, mais très peu de production. Comment est-ce que peuvent se manifester ces échanges-là ? Qu'est-ce que les uns et les autres peuvent s'apporter mutuellement ? Alors effectivement, la situation géographique de ce point de vue n'est pas la même, je dirais. Il n'y a pas de problème d'eau en Corse, alors qu'en Israël, effectivement, il y a des années où il y a une sécheresse assez importante. Pour vous dire, pour l'instant, depuis le début de l'hiver ou de l'automne, on a eu 2 jours de pluie en Israël, donc c'est assez significatif. Alors je ne sais pas si c'est lié directement au réchauffement climatique qui nous interpelle tous, mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, la quantité de pluie qui peut tomber du ciel est trop basse pour faire face aux besoins d'Israël en matière d'eau. Donc on a à la fois développé des stratégies, des politiques pour diminuer la quantité d'eau consommée par la population et par l'agriculture. Et d'autre part, nous avons développé des technologies qui permettent d'avoir de l'eau à partir de l'eau de mer, par exemple. La désalinisation. Voilà, exactement. Vous l'avez nommé, une partie des ressources d'Israël en eau provient de la désalinisation de l'eau de mer. Donc on a développé plusieurs centrales qui font ça le long des côtes israéliennes. Et vous y travaillez depuis longtemps, parce qu'Israël, le réchauffement climatique ou pas, c'est un pays assez aride. Oui, vous avez tout à fait raison. C'était encore avant, disons, que ce sujet de réchauffement climatique était à la mode depuis quelques années. En Israël, on travaillait sur ce sujet déjà depuis des dizaines d'années. Donc sur ce thème notamment, vous pouvez apporter beaucoup de choses à l'agriculture corse, mais qu'est-ce que l'agriculture corse peut vous apporter ? Alors, on peut penser aussi, au-delà de la technologie, on peut penser aussi au développement de coopération et même éventuellement des exportations corse en Israël de certains produits. Je sais que par exemple, un exemple peut-être folklorique ou pas du tout, c'est l'exemple des cédras. Les cédras sont consommés en Israël, entre autres pour une cérémonie religieuse qui a eu lieu une fois par an, à une fête qui s'appelle Sukkot, qui a lieu en général au mois de septembre, durant laquelle les agriculteurs, mais pas uniquement les agriculteurs, prennent 4 plantes en main, dont justement le cédra. Le cédra pousse en Israël un petit peu, mais on en importe beaucoup parce qu'à ce moment-là, il y a un pic
de demandes. Donc on peut imaginer qu'une partie de ces draps, qui viennent aujourd'hui aussi de pays comme l'Égypte, le Maroc, etc., viennent également de la Corse. Au-delà de l'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres domaines où une coopération est envisageable? On pense en particulier en Corse aujourd'hui à ce que fait Stellamar, mais y compris dans les nouvelles technologies, les technologies de pointe. Est-ce que c'est un secteur qui Je le pense. En fait, Israël est connu, comme vous le savez, comme la, entre guillemets, la Startup Nation. Donc, les technologies qu'elle a développées, le nombre de startups qui existent, recouvre un très très grand nombre de domaines, depuis le cyber, en passant par les télécommunications, l'intelligence artificielle, les transports intelligents, etc., etc. Donc, je crois que le potentiel est énorme. Le capital de sympathie, comme je l'ai constaté ces derniers jours, est très très grand. Donc je pense que voilà, il faut s'atteler au travail, essayer de faire rencontrer les acteurs des deux côtés pour développer ces relations dans différents domaines. Alors, au terme de 2 jours de visite, j'imagine que vous allez faire un rapport à votre gouvernement. Quelle va être la suite qui pourrait être donnée à cette visite? C'est un échange avec les partenaires corses, c'est des visites d'une délégation corse en Israël, d'autres délégations d'Israël en Corse. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, justement, on va prendre l'exemple de l'agriculture, puisque là, on a particulièrement travaillé sur ce sujet, même si ce n'était pas l'unique sujet de coopération qu'on a évoqué. Donc là, effectivement, je pense qu'on va essayer de traduire cela effectivement par le départ d'une délégation corse qui pourrait être composée à la fois d'élus éventuellement et des gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Ça peut être évidemment la chambre d'agriculture, ça peut être les représentants des différentes filières qui viendraient en Israël. Et puis, alors on a pensé que ça pourrait se faire, par exemple, autour d'un salon. On a un salon annuel qui justement présente les différentes technologies israéliennes dans le domaine agricole. C'est un salon qui s'appelle Agritech, qui a lieu une fois par an. Il va donc avoir lieu en 2022. Donc on imagine peut-être que cette délégation pourrait venir en Israël à ce moment-là pour mieux connaître, parce qu'évidemment hier on a parlé, c'était un séminaire qui a duré relativement longtemps, mais on a quand même touché les choses seulement, je ne dirais pas superficiellement, mais de façon brève. Donc là, ça serait l'occasion pour chaque filière d'aller rencontrer les gens qui l'intéressent le plus et développer les choses véritablement. Développer, donc on a parlé d'agriculture, on a parlé de nouvelles technologies, mais la principale richesse de la Corse, c'est quand même le tourisme. Absolument. Est-ce que ça peut être une destination pour les Israéliens? Absolument. Ce que je dois dire dans ce contexte, c'est que les Israéliens adorent voyager. Les jeunes, bon, évidemment, ils aiment les randonnées, ils aiment découvrir des nouvelles régions. Et après avoir traversé la Corse d'Ajaccio à Bastia hier et avoir vu les paysages extraordinaires, les randonnées qu'on peut faire, je suis sûr qu'il y a un grand potentiel de visiteurs d'Israël pour la Corse. Et j'ose imaginer que ça irait bien dans l'autre sens aussi, que beaucoup de Corses, pour des raisons de pèlerinage ou d'autres, d'intérêt de découvrir un autre pays, pourraient se rendre en Israël. Donc on réfléchit, on est vraiment au début, mais on a également évoqué cette possibilité à moyen terme, déjà l'année prochaine peut-être, mais il faudra voir. Il y a ici évidemment une question commerciale également, mais on a réfléchi aussi à l'ouverture d'une ligne aérienne entre Bastia et Tel Aviv. Donc c'est à l'ordre du jour également. Alors, on ne peut pas parler d'Israël sans évoquer la situation géopolitique. Alors, on a vu cette semaine, encore la semaine passée, des attaques à Jérusalem avec des morts. Alors, Israël a normalisé ses relations avec le Maroc, le Soudan, les Émirats, Bahreïn très récemment. Elle est en paix avec l'Égypte et la Jordanie. Pourquoi pas avec les Palestiniens? Nous sommes tout à fait pour avoir une relation apaisée qui permettent également un développement économique comme ça se fait maintenant avec les autres pays que vous avez évoqués. Je crois que vous avez eu raison d'évoquer que ce grand changement géostratégique qui a eu lieu dans la région depuis à peu près 1 an et demi avec la signature de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, parce que c'est une véritable, sans vouloir exagérer, c'est une véritable révolution géostratégique. Nous avions, comme vous l'avez dit, depuis fort longtemps ces accords de paix avec 2 de nos voisins, avec l'Égypte et la Jordanie. Mais le fait qu'on ait maintenant des accords tout à fait
entier, c'est-à-dire que nous avons vous savez, en diplomatie, on peut avoir des accords partiels, mais là, ce sont des accords avec ouverture d'ambassade, des relations diplomatiques pleines et entières. Alors, le fait que depuis 1 an et demi, on avait réussi à avoir ces accords à la fois avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, etc., je pense que ça change totalement la situation et on ne peut qu'espérer que ça va servir d'accélérateur pour la paix également avec les Palestiniens. Au Maroc, ces accords ne passent pas très bien. Il y a des manifestations en ce moment pour les dénoncer. Je pense que s'il y a des manifestations, il y a peut-être des manifestations de minorités, mais globalement, je crois que ça a été très bien accueilli. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, notre ministre de la Défense, M. Benny Gantz, était au Maroc pour une visite officielle de 2 jours, durant laquelle ont été signés des accords de défense entre Israël et le Maroc. Donc je pense que ces accords portent leurs fruits. Il y a même des logiciels qui ont fait parler d'eux. En juin dernier, Naftali Bennett est devenu le nouveau Premier ministre d'Israël, une coalition qui comprend 8 partis, qui va de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant même à l'intégration d'un parti islamiste. Mais alors, je reviens toujours à la question, il y a eu très peu de contact avec l'autorité palestinienne. Je crois qu'il y a eu une rencontre entre Mahmoud Abbas et justement le ministre de la Défense. Ça n'avance pas ? Oui, ça avance absolument au niveau de la vie de tous les jours, de l'amélioration de la vie économique. Il se passe des choses entre Israël et Palestiniens tous les jours, même si ça ne fait pas les titres obligatoirement. La volonté du nouveau gouvernement que vous avez mentionné, qui est en place depuis début juin, c'est d'améliorer la vie économique, la vie de tous les jours des Palestiniens, dans l'attente d'un moment propice pour faire avancer le processus de paix. Il faut bien comprendre, s'il rentre un petit peu dans les détails, qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont coupés à la fois 2 territoires, mais aussi 2, entre guillemets, gouvernements. Un gouvernement dirigé, donc l'autorité palestinienne dirigée par le président Abbas, et vous savez, la bande de Gaza, qui est dirigée par les terroristes du Hamas. Donc eux-mêmes, entre eux, ne parlent pas. Donc tant qu'on n'a pas, disons, un partenaire unique sur lequel est crédible pour Israël, il sera difficile de rentrer dans des négociations pour un statut définitif et pour une paix finale. Et quelle est la solution ? C'est un État, 2 États ? La décision doit être prise par les négociateurs. Nous n'allons pas décider ici aujourd'hui, mais cette solution doit permettre à la fois donc aux Palestiniens de matérialiser leurs droits et doit aussi promettre la sécurité d'Israël. C'est ça notre but. Alors, dernier sujet de la semaine, l'élection présidentielle en France, cette fois-ci, ça commence à se décanter progressivement. La droite désignera son candidat dans 8 jours lors de son congrès. La semaine passée, 600 maires ont appelé à la candidature de Macron, dont 6 en Corse. Et puis les médias attendent avec impatience, bien sûr, déclaration de candidature de Zemmour, qui serait éminente. Tout se met en place, Patrick, mais pour quel débat ? Pour quel débat ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui va sortir de ce débat tellement clivé aujourd'hui ? Je ne sais pas. Pour l'instant, Emmanuel Macron est le mieux placé pour se succéder. La semaine prochaine, on y verra un peu plus clair. Éric Zemmour devrait annoncer sa candidature, mais on voit déjà que l'effet Zemmour est en train de se diluer, ça se dissipe un peu, la bulle se dégonfle. Donc pour l'instant, on se retrouve dans un débat entre Macron, d'un côté, les progressistes, Macron, et il a désigné lui-même ses adversaires, ce sont les populistes, c'est l'extrême droite. Bon, reste à savoir, moi je pense que la seule surprise qui peut venir de cette présidentielle, c'est le 4 décembre, la désignation du candidat Les Républicains, c'est le seul en mesure, je pense, de troubler ce duel annoncé. Voilà. Alors Israël s'intéresse, on imagine bien, à cette élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une inquiétude en Israël vis-à-vis de la situation en France lorsqu'on voit que l'extrême droite, selon les sondages, est autour quand même de 35% des voix ? Je crois qu'effectivement, c'est le rôle de toutes les ambassades de suivre aussi les affaires intérieures, même si évidemment nous n'avons aucun rôle et nous nous exprimons pas directement sur des questions qui ont affaire à la politique intérieure. Donc nous suivons cette campagne présidentielle de près.
Et vous connaissez les valeurs d'Israël, donc c'est clair que s'il y a des choses qui sont contraires à ces valeurs, s'il y a des candidats qui pourraient exprimer des opinions extrêmes concernant, par exemple, l'antisémitisme, etc., l'islamisme, etc. C'est moins le cas à présent, mais il y a un an ou deux, souvent les autorités israéliennes se sont inquiétées de la recrudescence des actes antisémites en France. Oui, j'évoquais l'antisémitisme parce que c'est comme l'État d'Israël, c'est l'État, c'est l'État juif, et nous avons une responsabilité morale de protéger les Juifs pour qu'on ne revoie pas des choses qu'on a pu voir dans le passé à différentes périodes de l'histoire. Nous exprimons notre inquiétude chaque fois que nous voyons des actes antisémites ou chaque fois que nous craignons que certains processus puissent amener à des attaques antisémites. Mais la situation s'apaise aujourd'hui, la situation s'apaise. C'était beaucoup plus tendu il y a quelques mois, quelques années. Malheureusement, la question de l'antisémitisme existe. Il y a beaucoup d'actes d'antisémitisme en Europe et en France. Alors c'est vrai que certaines choses auxquelles vous faites allusion, des violences intracommunautaires, je pensais que ça vous parlait, ça s'est beaucoup calmé. Nous espérons que ça ne revienne pas. Mais il y a des actes antisémites en France, y compris, qui nous inquiètent. Eh bien, c'est sur ce propos que nous terminerons notre émission. Merci beaucoup, merci Daniel Halevi-Goetschel, d'y avoir participé. Patrick, merci de votre fidélité. Rivisto e compio giorno ma settimana che bene. Intanto buonasera, buona settimana a tutti.